Alors, il est un peu tard pour le faire, parce qu'on est déjà le 5, mais bonne année quand même. Voilà, hein. Normalement, c'est tout le mois de janvier, mais je ne vous ai pas vu en janvier. Donc, bonne année à vous quand même, et puis meilleurs vœux de réussite pour dans quelques mois à vous tous. On est dans cette UESP4 sur la chimie des médicaments, mais on ne va pas parler de médicaments, pas spécifiquement. C'est une partie spécifique de cette UE qui concerne la cinétique chimique. Dans cinétique chimique, il y a le mot cinétique. Cinétique, c'est vitesse. Voilà, c'est un terme pour dire vitesse. Et si la vitesse que vous connaissez le mieux, c'est la vitesse spatiale, une distance divisée par un temps, d'accord, qu'il a fallu pour parcourir cette distance, le sens de vitesse est beaucoup plus large que ça. La vitesse, c'est n'importe quelle variation d'un quelconque paramètre par rapport au temps. Et là, on va parler de cinétique chimique, donc la variation d'un paramètre chimique, la concentration par rapport au temps. Mais il s'agit bien d'une vitesse. Vous avez l'habitude de qualifier ou d'entendre qualifier dans les pubs la vitesse de transmission de vos données sur votre téléphone, 4G, 5G, ce genre de trucs-là. C'est bien une vitesse, une quantité de données transférée pendant un certain temps. Donc cette notion de vitesse, vous savez déjà qu'elle est étendue au-delà de la vitesse spatiale. Et bien là, on va parler de vitesse au niveau de la chimie. L'ensemble des PDF, machin chose, TD et consorts sera bien entendu disponible sur Moodle comme d'habitude, ça ne change pas. Vous savez où les trouver, c'est dans le machin qui s'appelle SP4, j'imagine, spécifique pharmacie, vous le trouverez à l'intérieur, c'est là-bas. Comme précédemment, et j'aimerais bien que ça s'affiche en entier, et je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas en entier, mais ça va être chiant. Je vais vous demander de participer, c'était déjà le cas au premier semestre. Donc l'idée c'est vous participer donc, par le web, via votre téléphone, via votre ordinateur s'il est connecté, via votre tablette, via ce que vous avez, n'importe quoi qui est connecté à Internet. Vous avez le code, alors il apparaît pas bien parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé là. Mais c'est Cinéchim, donc que vous avez comme code. Et sinon, vous pouvez aussi participer, vous le voyez, par SMS, au numéro que vous avez là. C'est comme au premier semestre, hein. Il n'y a pas de frais de surfacturation. Si vous avez un compte téléphonique avec SMS illimité, ça ne vous coûte strictement rien. Si par contre, vous n'avez pas un forfait SMS illimité, vous n'utilisez pas ce moyen-là pour participer, bien entendu, ça va de soi. Voilà, vous avez eu le temps de prendre. On passe à la suite avec une petite introduction, histoire de replacer un tout petit peu les choses et de comprendre à quoi ça sert ce qu'on va faire ensemble. Vous savez qu'il y a des réactions qui sont extrêmement rapides, qui sont souvent d'ailleurs, quand elles sont rapides, violentes. Une explosion, par exemple. Ce n'est pas les seules réactions qui soient à la fois rapides et violentes. La plupart des réactions violentes sont également rapides. C'est la raison pour laquelle elles sont violentes, parce qu'elles dégagent une très grande quantité d'énergie en très peu de temps. Mais il y a des réactions qui sont rapides sans nécessairement être violentes. D'accord ? Ça peut arriver. C'est aussi une question d'échelle, quantité de réactifs, évidemment. Et il y a d'autres réactions qui sont excessivement lentes. Transformer du matériel biologique en charbon ou en pétrole, ça prend des millions d'années. Et dans les deux cas, que ce soit la réaction rapide ou la réaction lente, on a une réaction qui est thermodynamiquement faisable. C'est-à-dire que si on calcule le delta G, le delta S global, les choses qu'on a vues au premier semestre en thermodynamique, on va trouver que ces réactions sont parfaitement faisables. Elles sont possibles. On trouvera un delta G négatif ou un delta S global qui sera positif. En gros, les critères qui disent « oui, ça peut se faire » et ça se fera. Mais dans un cas, ça prend quelques secondes, dans l'autre, quelques millions d'années. Ce qui signifie que les critères purement thermodynamiques ne suffisent pas à déterminer si une réaction sera rapide ou sera lente. Alors que ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de connaître dans énormément de cas. J'y ferai allusion un peu plus loin. Pour terminer le lien entre ce qu'on a déjà vu et ce qu'on va voir, je rappelle juste un tout petit peu ce qu'on a vu
en thermodynamique. La thermodynamique, elle décrit le système et les transformations qu'il va subir. D'accord ? Donc on avait un certain nombre de paramètres, la pression, la température, le nombre de moles, ce genre de choses-là, qui décrivent déjà le système. Et les transformations, c'est les variations de ces paramètres au cours du temps. Variation d'énergie, delta U, delta H, la variation du nombre de moles, hein, bien entendu aussi, la variation de la température, ce genre de choses-là. C'est les variations, ça c'est les transformations. Et on avait déterminé, ou plutôt, les gens qui avaient travaillé sur ça avaient déterminé qu'on pouvait prévoir si une transformation se ferait ou non par rapport au calcul d'un paramètre qu'on appelait l'entropie. D'accord ? Calculé directement ou indirectement à travers delta G, mais c'est bien l'entropie. Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, des grands paramètres, on aboutit à ça se fera pas. Ce que l'on va faire, nous, ensemble, ici, la cinétique, c'est pas ça se fera pas, c'est à quelle vitesse ça va se faire. Cette vitesse-là, pouvant être petite, grande, nulle éventuellement, voire même, dans certains cas, dans certains calculs, on la trouvera négative. Si on trouve une vitesse négative, c'est tout simplement qu'on a pris le problème à l'envers. La réaction ne se fait pas dans le sens que l'on avait prévu, elle se fait dans l'autre sens. Grosso modo, on n'a pas une réaction qui est favorisée dans un sens, elle est favorisée dans l'autre. D'accord ? On retombe sur le cas d'un delta S qui serait négatif au lieu de positif, tout simplement. On ne va pas le voir beaucoup ensemble, on vous en touchera plus un mot probablement en chimie organique, et pas forcément beaucoup cette année, plutôt dans les années qui suivent, mais on peut déduire, et en fait on déduit la plus grosse partie des mécanismes réactionnels, comment se fait une réaction, d'accord ? Pas seulement à quelle vitesse, mais comment elle se fait une réaction, surtout une réaction qui est compliquée. C'est ça qui va réagir avec ça, qui va ensuite réagir avec ça, qui va ensuite réagir avec ça, qui va se casser comme ci et qui va se casser comme ça, d'accord ? Quelque chose de très important pour comprendre les modes de fonctionnement des médicaments, mais pas seulement. Ça, c'est aussi généralement déduit de l'étude, mais en détail cette fois-ci, des phénomènes cinétiques. Je vais reprendre deux choses. Je sais que vous savez déjà, puisqu'on l'a déjà vu ensemble, que vous l'aviez déjà vu avant, d'accord ? Mais on replace les choses très clairement, histoire qu'on parte tous au moins sur les mêmes bases. Si on a une réaction quelconque, ici vous avez simplement l'oxydation du carbone, on définit dans cette réaction-là, cette écriture, ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. Je l'ai déjà dit plein de fois, je le répéterai autant de fois qu'il le faudra, puisque ce n'est pas rentré dans la tête de tout le monde. Ces coefficients stoichiométriques sont signés. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper important dans le cadre de cette étude cinétique telle qu'on va la voir là ensemble. Signé, ça veut dire que si on a affaire à un produit de la réaction, ici, le monoxyde de carbone, ce coefficient stoichiométrique est positif. Si au contraire on a affaire à un réactif, ce coefficient stoichiométrique est négatif. Et le sens de produit ou de réactif n'est simplement lié ici qu'au sens d'écriture, puisque l'on a une réaction qui est réversible, qui peut très bien se dérouler dans les deux sens. Ça signifie qu'il n'y a pas à proprement parler de produit ni de réactif. Tout est produit, tout est réactif. C'est donc le sens d'écriture qui détermine la notion même ici de produit et de réactif. Quand on a une réaction qui est unidirectionnelle, la question ne se pose pas. Il y a effectivement réellement des produits, il y a effectivement réellement des réactifs. Et quand on a un équilibre, on s'appuie sur la convention. Ce qui est à gauche, c'est des produits, des réactifs. Ce qui est à droite, ce sont les produits de la réaction. Voilà. Donc les signes qui vont avec. Partant de cette définition des coefficients stoichiométriques, on définit de manière non ambiguë et unique pour une réaction donnée l'avancement de la réaction. L'avancement de la réaction, si on définit les conditions, enfin les concentrations initiales et au bout d'un certain temps, qui sont présentes dans le milieu réactionnel, l'avancement, c'est la variation de concentration divisée par le coefficient stoichiométrique. Si on a affaire à un produit ou à un réactif, comme ici, le carbone,
le coefficient stoichiométrique est négatif. Et comme c'est un réactif, sa concentration est supposée aller diminuant. On a donc NF moins NI, le nombre de moles final moins le nombre de moles initial qui est supposé être négatif, mais c'est divisé par un coefficient stoichiométrique qui lui-même est négatif. On a donc un avancement qui, numériquement, doit être positif. Si la réaction, effectivement, se déroule bien dans ce sens-là, le sens dans lequel on l'a écrit. Même chose pour l'oxygène, et concernant ici le produit de la réaction, cette fois-ci, la différence de nombre de moles doit être positive, mais c'est divisé par un coefficient stoichiométrique qui est lui-même positif. On a donc bien un avancement qui est défini de manière unique, non ambiguë, et que l'on peut calculer avec n'importe quelle espèce chimique présente dans la réaction. Et on trouvera toujours la même valeur. D'accord ? Il y a quand même quelque chose qui doit au moins tiquer quelque part. Si je n'avais pas écrit la réaction sous cette forme-là, si au lieu de mettre 2C plus une molécule, enfin 2 molécules de carbone plus molécule d'oxygène qui donnent 2 molécules de CO, j'avais écrit 1 mol de carbone plus une demi de dioxygène qui donne 1 mol de CO. J'ai parfaitement le droit d'écrire ça. D'accord ? C'est équilibré. J'ai parfaitement le droit de l'écrire. Mais tous mes coefficients stoichiométriques sont divisés par 2. Pourtant, je vais avoir la même différence de nombre de moles entre le avant et le après. Je vais donc diviser mon NF moins NI par un coefficient stoichiométrique qui n'est plus le même. Je ne trouve plus le même avancement. L'avancement a changé parce que j'ai écrit différemment la réaction. Ben oui. Un avancement réactionnel, c'est dépendant de l'écriture de la réaction. Vous faites un choix, quand vous l'écrivez, qui est parfaitement légitime si c'est équilibré. J'en fais un autre, qui est légitime également, puisqu'il est équilibré, et on peut très bien ne pas trouver la même valeur à un coefficient près, celui que l'on aura choisi, vous et moi. Est-ce que c'est un problème ? Intrinsèquement, non. D'accord ? Vous savez quelle réaction vous avez écrit, je sais quelle réaction j'ai écrit. Donc, je suis parfaitement droit dans mes bottes, et vous aussi. Il n'y en a pas une qui est plus fausse ou plus juste que l'autre. Simplement, on n'a pas écrit tout à fait la même chose. Ce qui sous-entend que ces calculs-là sont systématiquement liés à l'écriture formelle de la réaction qui a lieu et qu'on est en train d'étudier. D'accord ? C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on va traîner cette espèce de boulet-là tout au long de l'étude cinétique. Parce que la vitesse de réaction, maintenant, quand on va la définir, alors je prends une réaction quelconque, d'accord ? J'ai mis des coefficients au hasard. Et cette fois-ci, je vais étudier, alors non pas 2 temps quelconques, mais un temps et l'instant suivant. Vraiment un temps infiniment petit après. C'est le sens de ce dt, d'accord ? Un temps infime après le temps que j'ai considéré comme le temps initial. Dans ce cas, je vais avoir mes concentrations qui vont avoir varié. D'accord ? Les réactifs auront vu leur concentration légèrement diminuer. De quelle quantité ? Du coefficient stoichiométrique multiplié par, justement, cette petite variation, ce petit avancement. Vous aurez noté qu'on a mis un petit d à nouveau pour dire c'est un petit avancement. D'accord ? Ce petit d, ce d minuscule, il a ce sens-là. C'est une petite variation de. D'accord ? Donc un petit délai, un petit temps de réaction, un petit avancement. Donc vous voyez que du côté des réactifs, c'est des retraits, du côté des produits, ce sera des ajouts, c'est tout à fait logique et c'est proportionnel, bien entendu, au coefficient stoichiométrique. Signé, on est bien d'accord. Partant de là, puisque une vitesse, c'est une variation de divisé par un temps, la vitesse d'apparition du composé, ici C par exemple, c'est la variation de sa concentration, puisque c'est ce qui nous intéresse, divisé par ce temps. Donc ici, la variation de concentration, vous avez juste à regarder, ça fera C plus 3, l'avancement de la réaction, moins C. Il nous reste donc 3 fois l'avancement de la réaction, et on divise par le temps pendant lequel cette variation a eu lieu, dt. C'est ce qu'on appellera la vitesse d'apparition du composé, ici C. Et on est bien d'accord, cette valeur est positive,
puisqu'on a une augmentation de concentration, dt est également positif, donc on a une valeur ici, vitesse d'apparition, qui est positive. La vitesse d'apparition de d, normalement c'est bon, hein, c'est déjà dans vos têtes, c'est clair ce que ça va être, c'est pareil, variation de concentration, donc l'avancement de la réaction divisé par dt, puisqu'ici le coefficient stoichiométrique c'est plus 1. Vous voyez que ce rapport avancement de la réaction divisé par le temps, il est en fait commun aux deux vitesses. Ce qui nous permet de constater qu'en fin de compte, les deux vitesses, elles, varient dans un ratio qui est simplement proportionnel au ratio des coefficients stoichiométriques. Le coefficient stoichiométrique est 3 fois plus grand, la vitesse sera 3 fois plus grande. Voilà, c'est assez simple. Vous le saviez déjà, hein, vous l'avez déjà vu, évidemment. Là, c'est formalisé. Les vitesses de disparition, c'est la quantité qui disparaît divisée par le coefficient stoichiométrique, par le temps qui s'est écoulé. D'accord ? La quantité qui disparaît, c'est moins ici l'avancement de la réaction, ou moins 2 fois l'avancement de la réaction, puisque le coefficient stoichiométrique, c'était moins 2. Et donc, on a ici des vitesses de disparition qui sont elles aussi proportionnelles, justement, directement à ce rapport avancement sur variation du temps. Le même rapport. Ce qui nous permet donc de dire que ce rapport avancement de la réaction divisé par le temps, il est proportionnel à chacune des vitesses d'apparition et de disparition à un coefficient près, le coefficient stoichiométrique signé. Eh bien, c'est ça, ce rapport avancement de la réaction sur le temps, que l'on appelle, donc qui est proportionnel aux vitesses d'apparition et de disparition au coefficient stoichiométrique près, que l'on appelle la vitesse de réaction. Donc la définition de la vitesse de réaction est unique, non ambiguë, c'est la variation de concentration d'un composé, quelconque, produit ou réactif, divisé par son coefficient stoichiométrique signé. Et là, on retombe sur le problème que j'ai cité plus tôt, puisqu'on a à nouveau les coefficients stoichiométriques. Coefficient stoichiométrique que vous avez le droit de multiplier par le coefficient que vous voulez. Moi, j'ai choisi de l'écrire comme ça, mais si je l'écris autrement, on ne va forcément pas trouver la même valeur de vitesse de réaction. Oui, la vitesse d'une réaction est dépendante de l'écriture de cette réaction. Je vous propose d'ailleurs de vous exprimer là-dessus. Par contre, c'est chiant ça. Parce que j'ai simplement multiplié tous les coefs par 2, d'accord ? Vous avez les 3 propositions qui s'affichent. Donc, si j'écris ma réaction cette fois-ci avec des coefficients stoichiométriques qui sont tous multipliés par 2, la valeur numérique de la vitesse de réaction, elle va être inchangée, diminuée ou augmentée. Donc la réaction peut s'écrire A plus 2B, mais on peut aussi l'écrire 2A plus 4B. Maintenant, on l'écrit 2A plus 4B. Que devient la valeur numérique de la vitesse de réaction que j'avais précédemment calculée? Non, je peux pas. 84, c'est déjà pas mal. Donc, 10 secondes encore, et puis on regarde. Et c'est plutôt pas mal. Puisqu'une majorité a quand même répondu effectivement la bonne réponse. Oui, si je double les coefficients stoichiométriques, d'accord, forcément, je vais diviser la valeur numérique que j'avais trouvée précédemment par 2. D'accord ? Donc oui, elle va diminuer. J'avais trouvé 10 précédemment avec les premiers coefficients stoichiométriques.
je trouverai 5 maintenant. 5 quoi? 5 moles par seconde, par exemple, hein, puisque c'est un nombre de moles, d'accord, une quantité, divisé par un temps. J'avais 10 moles par seconde précédemment, j'ai maintenant 5 moles par seconde. En ayant juste changé l'écriture. Mais c'est quelque chose donc auquel il faudra qu'on fasse très attention.